Fabrice Balanche, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du groupe de recherche et d'études sur la Méditerranée et le Moyen-Orient. Vous êtes spécialiste donc de cette région et notamment de la Syrie. Le groupe État islamique et tous les groupes qui s'y apparentent se sont fait remarquer en Occident, notamment au travers des exécutions d'otages qu'ils ont filmées et mises en ligne pour avoir une portée mondiale, c'est leur volonté. On sent que manifestement ces gens-là ne sont pas des amateurs. Comment qualifier leur stratégie ? Alors leur stratégie est double. Tout d'abord une stratégie d'exécution, de terreur de masse aussi. On a vu tous ces soldats irakiens se faire massacrer dans des fosses communes lorsqu'ils ont pris la ville de Mossoul. Là, l'objectif est évidemment de terroriser leurs adversaires, provoquer des désertions dans l'armée irakienne, éviter que les forces de police ne les affrontent, que les populations civiles à leur approche fuient. Comme ça leur permettra de vaincre sans péril. Une stratégie d'épuration ethnique à l'égard des non-sunnites, tout simplement, des non-arabes également, puisque les Kurdes sont visés. Et à l'égard de l'Occident, l'objectif, il est de recruter. Il est recruter des nouveaux combattants. C'est pas un hasard si celui qui a assassiné James Foley en direct parlait avec un accent anglais, un langage populaire. L'objectif étant de recruter parmi les classes populaires anglaises, qu'elles soient d'origine musulmane ou non. Puisqu'on s'aperçoit que 70% en fait des recrues occidentales ne sont pas d'origine arabe, ne sont pas d'origine musulmane, des jeunes en perte de repères, et aujourd'hui des jeunes également qui se font endoctriner par des techniques sectaires qu'ils manipulent à souhait. Mais justement sur cette attractivité des groupes djihadistes, comment est-ce que ça s'explique? Est-ce que c'est des raisons religieuses liées à l'islam? Est-ce que c'est des raisons plus idéologiques, géopolitiques, contre le régime syrien, contre le régime irakien? Ou est-ce que c'est des raisons, on va dire, plus matérielles, financières? Alors ces groupes djihadistes, ce sont des cartes géopolitiques utilisées dans le conflit syrien, qui est un conflit entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, à plus grande échelle un conflit également entre la Russie et les États-Unis. Et donc vous avez des pays comme l'Arabie Saoudite, le Qatar, la Turquie, qui donnent un coup de pouce, voire qui financent au début ces groupes djihadistes. On sait pertinemment que Daesh, l'État islamique, a été au départ financé par l'Arabie Saoudite et qu'il bénéficie également d'un soutien de la Turquie. Alors peut-être que ça va changer aujourd'hui, mais en tout cas, la Turquie lui achète notamment beaucoup de pétrole, ce qui permet de le soutenir. L'objectif étant de casser l'axe pro-iranien qui court du Liban à Téhéran en passant par la Syrie et l'Irak, les deux régimes syriens et irakiens étant des alliés de Téhéran. Et autant les autres rebelles de l'armée syrienne libre se sont cassés les dents à essayer de faire tomber le régime d'Assad, autant le Daesh a réussi là où les autres groupes ont échoué. Donc il ne faut pas négliger aussi cet aspect géopolitique. Après, évidemment, Daesh a gagné en autonomie, en indépendance, et aujourd'hui, la créature semble échapper à ses bailleurs de fonds du Golfe. Peut-être aussi pour cela qu'ils ont rejoint la coalition anti-Daesh menée par les États-Unis. Il leur a échappé. Il véhicule donc un message évidemment religieux, idéologique. Il se proclamait calife. Ça, c'est vraiment très, très important pour attirer à lui les foules. Les foules qui veulent se battre contre Assad. Quand on parle du boucher de Damas qui gaze des enfants, etc., vous avez tout un tas de gens qui vont vouloir évidemment être acteurs, se battre contre le régime, qui vont être embrigadés par Daesh. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le profil Mère Teresa chez beaucoup de jeunes occidentaux. Puis vous avez aussi le profil Terminator, où ce sont des jeunes qui se prennent pour des dieux, qui ont l'impression d'appartenir à l'élite. Et Daesh, justement, en leur laissant carte blanche dans la terreur, dans les atrocités, leur donne ce sentiment d'appartenir à l'élite. Ils vont sauver le monde, ils vont participer à la création d'un ordre nouveau. Alors, technique sectaire, technique totalitaire, ça nous rappelle aussi le nazisme, le fascisme dans son organisation. Vous évoquez la coalition internationale. La stratégie des Occidentaux pour combattre l'État islamique, c'est de dire on ne va pas s'appuyer sur le régime de Bachar al-Assad, qu'on considère comme illégitime, mais est-ce que cette position est encore tenable dans ce rapport de force en Syrie? Comment les Occidentaux vont-ils faire avec la coalition internationale par rapport au régime de Bachar al-Assad? Alors la coalition internationale, pour l'instant, se contente de frappes aériennes.
Seulement, l'impact est limité parce que les troupes de l'État islamique, évidemment, c'est des petits groupes dispersés qui se cachent dans la population. On peut viser le QG de l'État islamique, mais forte chance qu'il n'y ait pas grand monde dans ce QG. Et si on commence à frapper les maisons qui sont autour, on va forcément faire ce qu'on appelle des dégâts collatéraux, c'est-à-dire tuer des civils, que l'État islamique, évidemment, va utiliser dans sa propagande anti-coalition pour dénoncer une nouvelle croisade contre les musulmans et lui attirer évidemment de nouvelles sympathies. Et ça risque évidemment de provoquer des remous au sein de la coalition, notamment les pays musulmans qui y participent. Des frappes aériennes sans appui terrestre, c'est pratiquement inefficace à terme, surtout que ça coûte extrêmement cher. Un tir de missile, c'est 1 million, 2 millions de dollars. Une heure de vol, c'est 60 000 $. Donc ça a quand même un coût énorme pour une efficacité finalement limitée. En Irak, la coalition peut s'appuyer sur les peshmerga kurdes de Barzani et sur l'armée fédérale irakienne pour reprendre les territoires après les frappes aériennes. En Syrie, on dit qu'on va s'appuyer sur les rebelles modérés. Bon, ils sont pas tout à fait modérés, modérés par rapport à Daesh, mais enfin par rapport à ce qu'on entend comme modération des rebelles laïcs et démocratiques, non, c'est pas du tout le cas. Ils sont très peu nombreux finalement, et il faut pas oublier que pour ces rebelles, accepter de se battre contre Daesh sous couvert des États-Unis, ça pose quand même un sérieux problème, notamment après ce qui s'est produit à Gaza. Ça veut dire avoir l'impression de se battre finalement avec Israël contre d'autres musulmans. Donc là, il y a quand même un gros problème. Donc les seuls alliés fiables finalement qu'on pourrait avoir sur le terrain, ce sont les Kurdes syriens qui eux aussi ont fort à faire contre Daesh. Seulement ces Kurdes syriens, ils appartiennent au PKK, PKK qui est sur la liste des organisations terroristes aux États-Unis, et l'armée syrienne de Bachar el-Assad, qu'on considère comme illégitime. Donc à un moment donné, il va quand même bien falloir discuter avec ces deux ennemis si on veut vraiment éradiquer Daesh de Syrie, parce que ce ne sont pas les soi-disant rebelles modérés qui pourront y parvenir. Mais en tout cas, Bachar al-Assad et son régime semblent aujourd'hui un petit peu moins déboulonnables, encore plus stables aujourd'hui avec cette situation. Alors, de toute façon, après 3 ans de conflit où on nous promettait la chute du régime d'Assad tous les 3 mois, là on doit bien se rendre compte aujourd'hui que Assad est bien installé, que son armée est solide, que ses alliés Iran et Russie ne le lâcheront pas comme on nous l'avait dit au début, et que finalement c'est le seul pilier sur lequel on peut s'appuyer pour éradiquer Daesh. L'opposition, entre guillemets, démocratique, en tout cas l'opposition fréquentable, n'existe plus. Ça, c'est un avantage de Daesh pour le régime syrien, c'est-à-dire que la montée en puissance des djihadistes, finalement, lui a permis de devenir de ne plus avoir d'alternative politique ou militaire fréquentable pour les pays occidentaux face à lui. Donc on va se résoudre finalement à maintenir le régime d'Assad, pas forcément à renouer diplomatiquement avec lui, mais en tout cas à ne plus faire nos efforts, enfin à ne plus essayer de le faire tomber. Donc il devient un peu plus fréquentable aujourd'hui. Il devient un peu plus fréquentable. Certains pays comme l'Allemagne par exemple n'ont jamais totalement rompu avec lui. Il y a des échanges d'informations entre les services de renseignement allemands et les services de renseignement syriens. C'est sans doute pour cette raison que ce sont les Allemands qui ont prévenu les services français de l'arrivée d'un certain Mehdi Nemmouche en Europe et qui pouvait être potentiellement dangereux, parce que entre la France et la Syrie, en revanche, les relations sont au point mort. La France a une attitude tellement hostile à Bachar el-Assad que les Syriens, en gros, attendent des excuses avant de donner des informations aux services français. Je crois qu'au départ, vous avez une formation de géographe. Aujourd'hui, sur la géographie syrienne, quel est à peu près le rapport de force entre les zones contrôlées par le régime syrien de Bachar el-Assad, les zones contrôlées par le groupe État islamique et les rebelles dits modérés, ou ce qu'il en reste, ou ce qu'il y en a aujourd'hui ? Alors le régime syrien, aujourd'hui, contrôle une bande de territoire qui va de la côte, en passant donc par la ville de Latakia, le centre de la Syrie, Homs, Hama, jusqu'à Damas, et la frontière jordanienne avec Soueda, c'est-à-dire le Djebel Druze, qui est encore entre ses mains. Ça représente à peu près
40% du territoire habité en Syrie et la majorité de la population syrienne, 60-70% de la population syrienne. Ces forces sont estimées à peu près à 150 000 hommes, l'armée syrienne, plus des paramilitaires, ce qu'on appelle la défense nationale, une armée donc constituée par des civils qui essentiellement défend les quartiers, défend les villages contre les rebelles, entre 50 et 100 000 personnes, l'aide du Hezbollah, 15-20 000 personnes également, des combattants très aguerris qui sont à l'avant-garde dans toutes les opérations de reconquête. C'est eux qui ont reconquis la ville de Kosser, c'est eux qui ont reconquis le Kalamoun, cette région de montagne entre Damas et Homs, et c'est eux qui sont aussi en première ligne à Alep, parce que normalement Alep était la prochaine cible du régime syrien. Il allait reprendre la ville d'ici l'hiver, le printemps 2015. La montée en puissance de l'État islamique, évidemment, bouleverse un peu la donne, puisque l'État islamique, aujourd'hui, c'est la principale force d'opposition. On estime ces combattants et ceux qui y sont affiliés à peu près à 50 000. Alors un noyau dur de 15-20 000 combattants vraiment très État islamique. Et puis 30 000 autres qui sont des groupes ralliés à l'État islamique. Il y a plein de groupes rebelles finalement qui aujourd'hui le rejoignent parce que c'est le groupe le plus puissant, parce qu'il a de l'argent, parce qu'il y a une idéologie mobilisatrice, parce qu'aussi ils ont peur. C'est-à-dire que si vous ne le rejoignez pas, eh bien vous risquez de vous faire éliminer. Et après, vous avez d'autres groupes rebelles dispersés, on ne sait pas combien exactement, 1 millier de groupes de combattants sans aucune organisation, que les Occidentaux, les Saoudiens, les Qataris essaient désespérément d'organiser depuis 3 ans, mais ça ne fonctionne pas. Pourtant, ils ont des armes, ils ont de l'argent, mais le problème, c'est qu'il leur manque une organisation. Donc voilà un petit peu l'état des forces. Il ne faut pas oublier aussi les Kurdes, les milices kurdes du PKK qui tiennent les cantons kurdes du nord de la Syrie, autour de Hasakeh, autour de Kobané, aujourd'hui ville qui est attaquée par l'État islamique, et autour de Afrin. Ma dernière question par rapport au groupe État islamique. On se souvient que le mouvement Al-Qaïda avait fait de l'Afghanistan et des zones du Pakistan son sanctuaire. Là, l'État islamique s'est installé dans l'est de la Syrie, dans le nord de l'Irak, dans cette zone-là. Est-ce qu'il y a une raison historique à cette installation, ou est-ce que c'est de manière beaucoup plus pragmatique parce qu'il y a des ressources, ou est-ce que c'est là comme ça aurait pu être ailleurs ? Alors c'est pas un hasard s'il s'est installé dans cette zone. Tout d'abord, ce sont des zones arabes sunnites. Ça c'est très clair qu'il ne peut pas s'installer dans des zones chiites, dans des zones chrétiennes, voire même dans l'ouest de la Syrie, où même si on est sunnite, on ne partage pas l'idéologie de salafiste parce qu'on a un niveau d'éducation qui est supérieur à ce qu'on peut trouver dans l'est de la Syrie. Dans l'est de la Syrie, vous avez un taux de fécondité qui est toujours très élevé, 7 à 8 enfants par femme, un fort taux d'analphabétisme, une population très rurale, très traditionnelle, donc finalement qui est réceptive au discours salafiste de l'État islamique. On est aussi dans des zones où il y a une confrontation entre Kurdes et Arabes, que ce soit en Irak ou en Syrie. Et l'État islamique profite de cette confrontation parce que les populations arabes ne supportent pas que les Kurdes aujourd'hui prennent une autonomie, une indépendance, deviennent les maîtres. Cette inversion de pouvoir pour eux est absolument incompréhensible puisque les Arabes ont toujours dominé et ne comprennent pas que les Kurdes aujourd'hui puissent avoir un État à eux. Donc ils jouent également là-dessus. L'État islamique a une stratégie territoriale, ça c'est très clair, de s'intégrer dans la population locale. Au début, en Syrie, c'était des combattants étrangers. Aujourd'hui, c'est une très grande majorité, ce sont des Syriens, parce qu'ils demandent aux chefs de clan, aux notables, de donner leurs filles aux combattants de l'État islamique. Donc, des alliances matrimoniales se créent. Ils demandent aux notables de donner leurs fils pour qu'ils aillent se battre également avec l'État islamique. Et lorsque vous avez donc la tête du clan qui rejoint l'État islamique, toute la clientèle suit. Donc aujourd'hui, il est très très bien implanté dans la population syrienne, dans la population du nord de l'Irak. Alors c'est une région également où il y a des ressources pétrolières. Les 2 tiers du pétrole syrien sont dans la région de Deir ez-Zor. Du côté de Mossoul, en Irak, vous avez également beaucoup de puits de pétrole. Et cela lui apporte des ressources puisque le pétrole est vendu
déjà à la population locale, il est à moitié raffiné, ça sert à alimenter les groupes électrogènes, parce qu'il n'y a plus d'électricité évidemment. Ça part également vers la Turquie, vers l'Irak, par l'intermédiaire de commerçants peu scrupuleux qui payent une taxe donc à l'État islamique. On dit que ça rapporte à peu près 2 millions de dollars par jour, ce trafic de pétrole. Vous avez également des taxes sur les commerçants, des taxes sur les marchandises, des taxes sur les passages douaniers. Le fait de contrôler 2 postes frontières à la frontière turque, Tel Abyad et puis Azaz, ça lui apporte également beaucoup d'argent. Lorsque les humanitaires envoient de l'aide en Syrie, eh bien, l'État islamique prend sa taxe. Alors, il y a certaines ONG islamiques basées en Turquie qui finalement utilisent l'humanitaire pour aider l'État islamique. L'humanitaire est une couverture, c'est un moyen finalement de financer l'État islamique. J'ai vu une ONG koweïtienne comme ça à Urfa en Turquie qui me paraissait assez bizarre et plutôt susceptible de financer l'État islamique que véritablement d'apporter de l'aide à la population civile. Donc vous avez toutes ces stratégies territoriales pour se bâtir un véritable État, il s'appelle Daoulé Islamia, État islamique. On va apporter des services à la population, on va créer des cours de justice islamique qui rendent la justice rapidement. Et ça, pour les classes populaires, c'est très important. Je prends l'exemple, par exemple, d'une femme qui a été répudiée par son mari. Le mari, normalement, lui doit une indemnité de divorce. Dans le système judiciaire précédent, elle avait du mal à l'obtenir parce que la justice est corrompue, ça prend du temps, etc. Avec l'État islamique, la Cour de justice rend son verdict dans les 2 heures et si le mari ne paye pas, eh bien, il aura de gros soucis, si bien que la justice est appliquée. Alors évidemment, c'est la justice islamique, mais ça apporte quand même un cadre protecteur pour les populations civiles qui, si elles ne boivent pas, si elles ne fument pas, si elles respectent la charia, eh bien, vivent en sécurité avec l'État islamique. Donc il arrive comme ça à s'imposer, à être accepté par la population. Et lorsque, évidemment, les États-Unis disent « ça va prendre du temps d'éradiquer l'État islamique », oui, tout à fait. Parce qu'on va apporter une réponse militaire rapide, et il le faut, mais ensuite, il va falloir une désalafisation, une désislamisation, enfin, oui, désalafisation plutôt des esprits, et puis apporter de la justice, de la sécurité, du développement économique dans ces régions qui sont en état de sous-développement chronique.